Salut! Aujourd'hui, le sujet de ma nouvelle vidéo est la télé-réalité. Depuis une décennie, elle a envahi la télévision française. Ce genre de programme s'est considérablement développé jusqu'à donner naissance à de nombreuses émissions. C'est devenu l'un des plus gros phénomènes médiatiques de ces 30 dernières années. Mais souvent, la télé-réalité a été l'objet de nombreuses controverses. Certains voudraient même l'interdire. En fait, les questions que je me suis posées à ce sujet sont nombreuses. Il y a plusieurs points que je voudrais aborder dans cette vidéo, comme par exemple, est-ce que la télé-réalité est digne d'intérêt pour l'art et le cinéma? La télé-réalité nous montre-t-elle vraiment la réalité telle qu'elle est? La télé-réalité représente-t-elle un danger pour la société? Exerce-t-elle une mauvaise influence sur la jeunesse? Ou encore, la télé-réalité est-elle sexiste? L'objectif de ma vidéo est de discuter sur les idées reçues couramment répandues sur ce phénomène. À ses débuts, certains intellectuels et artistes faisaient l'éloge de la télé-réalité. Ils la considéraient comme relevant de l'art contemporain, à savoir la mise en avant du banal, dans une démarche similaire à celle de Marcel Duchamp et d'Andy Warhol. En effet, quand on met un objet quotidien dans un musée, cela devient une œuvre d'art. Tandis que quand on met une personne ordinaire dans le cadre d'une émission de télé-réalité, cela devient une icône. Autrement dit, on assiste à une transfiguration du banal. Au début des années 80, Andy Warhol a réalisé une performance filmée, Eating a Hamburger, dans laquelle il se filme en temps réel en train d'effectuer un geste banal de la vie quotidienne. Cette vidéo est déjà annonciatrice de ce que deviendra la télé-réalité. Encore de nos jours, des intellectuels tels que l'écrivain Aurélien Bélanger croient que la télé-réalité est l'avènement d'une nouvelle forme d'art. La télé-réalité représente à la fois la fin de la télévision, mais également sa forme artistique la plus aboutie. La télé-réalité est le moment où la télévision crée quelque chose de complètement autonome que l'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Cette expérience collective d'enfermement d'inconnus filmés en continu est totalement inédite. Elle est un art. Par ailleurs, j'ai vu le documentaire Loft Paradox, réalisé par Jean-Jacques Benex et sorti en 2002, soit un an après la diffusion de Love Story. Ce réalisateur était fasciné par la télé-réalité, notamment par sa capacité de nous faire redécouvrir la durée, l'infiniment rien que chaque cinéaste aspire à filmer. Il croyait qu'on pouvait enfin voir une vérité, une authenticité dans les dialogues, les gestes du quotidien et les relations humaines que le cinéma de fiction ne parvenait pas à nous montrer. Malheureusement, la télé-réalité a beaucoup changé depuis. Et peut-être que Jean-Jacques Benex a fait preuve d'une trop grande naïveté à son sujet. La docteure en philosophie Barbara Formis, quant à elle, ne considère pas la télé-réalité comme une œuvre d'art pop, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que dans le cas du ready-made de Duchamp, l'objet a été choisi et érigé au rang d'œuvre d'art par l'artiste lui-même, pour enfin être reconnu par une minorité de professionnels du monde de l'art. Tandis que dans le cas de la télé-réalité, les candidats sont d'abord choisis par des directeurs de casting et sont ensuite sélectionnés par le public. C'est donc une majorité qui décide si le candidat est digne d'intérêt et sera la prochaine star. Ensuite, même si le profil des candidats s'apparente à ceux de Monsieur et de Madame Tout-le-Monde, on a tout de même vu qu'il y avait des profils qui sortaient du lot. Loana, la première gagnante de télé-réalité, avait un physique de bimbo et était gogo dancer. Idem pour Nabila qui a été mannequin en Corée du Sud. Les corps sont très souvent idéalisés, retouchés par la chirurgie esthétique et conformes aux standards de beauté. Donc le profil des candidats n'est pas si ordinaire que ça. La télé-réalité ne fait pas l'éloge de la banalité, mais te vend du rêve. Or, le ready-made de Duchamp était un objet qui était ni beau ni laid en soi, et qui suscitait l'indifférence chez la plupart des gens. En coulisses, les producteurs briefent les candidats et contrôlent leurs faits et gestes. C'est ce que j'ai appris en regardant des témoignages d'anciens candidats de télé-réalité, notamment sur la chaîne YouTube de Morgan Anselme.
Il y a un truc qui gênait beaucoup la prod, c'est de pouvoir contrôler ce que vous disiez, pour pas que vous racontiez n'importe quoi non plus H24. Effectivement, on nous explique que, étant donné que c'est une émission qui est diffusée en access prime time et en prime time sur une chaîne hertzienne, il faut s'abstenir le plus possible d'utiliser des mots vulgaires, de décrire des situations potentiellement illégales, des choses comme ça. On parle pas de drogue, on parle pas de violence, on ne doit pas dire des mots qui sont trop grossiers, on ne doit pas décrire des situations sexuelles trop crues, on évite de mentionner des marques, on évite de mentionner des gens, des noms propres, on évite de chanter des chansons. Les producteurs exercent donc une certaine censure sur les émissions, ce qui fait qu'il n'y a rien de vraiment inconscient et spontané dans le comportement des candidats. Peut-être qu'à ses débuts, avec Love Story en 2000, la télé-réalité pouvait encore être intéressante, car c'était un nouveau phénomène que l'on ne contrôlait pas vraiment. Mais depuis, les programmes ont changé. Tout est beaucoup plus maîtrisé qu'avant. On pourrait même dire que tout est devenu trop prévisible. Même moi, quand je regardais avant, c'était cool. Maintenant, ça sonne tellement faux. Genre, les gens, ils sont là, tu sais que c'est faux, qu'ils font exprès de faire des trucs. Il y a plus de spontanéité. Et à mon époque, il y en avait encore. Enfin, la télé-réalité ne s'inscrit pas dans une démarche anthropologique, comme ce fut le cas pour le cinéma vérité de Jean Rouge par exemple, où il s'agissait de capter une vérité intime quant aux personnes filmées. Son objectif s'inscrit pleinement dans une logique du spectaculaire, où il s'agit de faire avant tout un maximum de pognon. Déjà pour commencer, les candidats ne sont pas choisis au hasard. Les responsables de casting prennent de préférence des individus vulnérables, émotionnellement instables, excentriques et donc prêts à toutes sortes d'excès. Par ailleurs, comme je le disais dans le point d'avant, le comportement de ces personnes est en partie manipulé par la prod. Les émissions sont scénarisées à l'avance et la post-production fait des montages en sélectionnant des scènes trash, telles que des dramas, des moments chargés en émotions, des clashs, des punchlines, tout ça afin de créer du buzz. En bref, la télé-réalité est mensongère, mais ne s'assume pas en tant que telle. Elle prétend nous montrer la réalité sans filtre, mais en fait nous la voile en la simulant. Selon Barbara Formis, la télé-réalité idéale serait sans public et sans présentateur télé. Comme l'a montré le documentaire Le jeu de la mort de Christophe Nick, le présentateur télé et le public exercent une pression psychologique sur le participant, qui se soumettent totalement à leur autorité. Ce documentaire, qui est en fait une adaptation de l'expérience du psychologue Stanley Milgram, nous montre bien les rapports de domination qui peuvent s'exercer dans le cadre d'une émission télévisée. Mais surtout, jusqu'où les limites humaines pourraient être repoussées. Comme dans une secte, les gens se comportent comme des marionnettes, obéissent à des injonctions et finissent par accomplir des actes qui sont tout à fait à l'encontre de leur sens moral. Les artistes Gillian Wearing et Richard Billingham se sont réappropriés le principe de la télé-réalité dans leurs œuvres vidéo afin de casser les codes de ce genre formaté. Les relations entre l'intime et le public sont les principaux centres d'intérêt de Gillian Wearing. À l'instar de la télé-réalité, son travail se situe à la croisée de la réalité et de la fiction. Fasciné par l'explosion et la banalisation de la télé-réalité, l'artiste a su exploiter cette nécessité humaine de partager le refoulé et de l'offrir sur la scène publique. Gillian Wearing photographie et filme des gens ordinaires dans leur propre rôle. Dans son installation vidéo Drunk, elle met en scène dans son studio un groupe d'individus alcooliques. En fait, ce qui intéresse à l'artiste, c'est que la consommation d'alcool dans un groupe joue un rôle de masque. Elle désinhibe et permet de libérer le refoulé. D'ailleurs, l'utilisation du masque est au cœur de sa démarche artistique. Dans sa série de vidéos Trauma, elle a demandé à des individus qui ont été victimes d'abus sexuels et de violences dans leur enfance à venir se confesser de manière anonyme, le visage masqué. Le dispositif du confessionnal a été repris de la télé-réalité, mais s'en différencie par l'absence d'un public et le port d'un masque. Celui-ci permet alors de libérer la parole. Contrairement à la télévision, qui aurait fait de ces personnes des objets destinés à alimenter le voyeurisme malsain du public, l'artiste les considère comme des sujets à part entière. De la même manière, lorsque l'on montre dans les reportages télévisés des individus en marge de la société productive, on les réduit à des objets d'étude ou d'inquiétude. On ne les représente jamais en tant que sujet.
À l'époque où Margaret Thatcher était au pouvoir, la famille de Richard Billingham, comme toutes celles issues de la classe ouvrière, vivait uniquement grâce aux aides sociales. Son père était alcoolique, sa mère obèse et son frère au chômage, et tous ensemble ils vivaient dans un petit appartement modeste. Dans une démarche similaire à la télé-réalité, l'artiste a consigné la vie quotidienne de sa famille en les photographiant et les filmant pendant 3 ans à leur domicile. La vidéo qui en résulte, intitulée Fish Tank, permet alors aux spectateurs de vraiment s'attacher aux individus filmés et d'éprouver de l'empathie à leur égard. D'ailleurs, cette vidéo a été diffusée une fois à la télévision britannique et l'artiste s'en servira pour la réalisation de son long-métrage Ray and Liz afin que les acteurs puissent s'en inspirer pour leur rôle. On a souvent accusé la télé-réalité de véhiculer des stéréotypes sexistes, avec des filles adoptant des attitudes de bimbo écervelées et des mecs se comportant comme des playboys. En effet, le comportement des candidats est assez hétéronormé. Mais je vais relativiser en disant que ces stéréotypes existent aussi au cinéma. Cependant, la télé-réalité condamne les individus filmés à devenir complices de leurs propres caricatures, tandis que le cinéma offre tout de même cette possibilité à l'acteur de se déconstruire en tant que sujet. Dans le documentaire Lost Paradox de Jean-Jacques Benex, les jeunes disaient que les filles qui se chamaillent entre elles et les mecs qui sont solidaires entre eux, cela reflète tout à fait la réalité. Mais en fait, il n'en est rien, car la télé-réalité nous montre une vision idéalisée d'hommes et de femmes conformes à des standards hétéronormés. Comme l'a mis en avant la théoricienne du genre Judith Butler, nos comportements d'hommes et de femmes ne sont pas innés, mais acquis. Dans la vraie vie, nous sommes déjà conditionnés par la société à jouer un rôle. Autrement dit, nous passons le plus clair de notre temps à performer un rôle d'homme ou de femme, exactement de la même manière qu'un acteur jouerait un rôle au cinéma. En définitive, la télé-réalité se contente juste de nous montrer des constructions sociales factices. Donc oui, la télé-réalité est sexiste. Pour être populaire dans la télé-réalité, il faut être mal élevé, fort en gueule, mais surtout paraître stupide et inculte. La profession de candidat de télé-réalité pourrait presque s'apparenter à celle d'un clown, puisqu'il s'agit de se rabaisser volontairement, en paraissant plus stupide que l'on est, pour que le public se sente supérieur intellectuellement et s'en donne à cœur joie de critiquer. Grâce à ces boucs émissaires, les spectateurs se défoulent en se disant qu'il y a pire qu'eux. La télé-réalité, c'est un peu comme une bonne drogue qui leur enfloue la conscience. Le sémiologue François Jost faisait l'éloge de Nabila en justifiant la nécessité d'un bouc émissaire dans la société. Les gens qui regardent la télé-réalité se justifient en se disant que ce n'est qu'un divertissement, que cela repose le cerveau. De la même manière que les gens qui regardent des films violents et se justifient en disant que c'est pour se défouler, que cela les empêcherait de recourir à la violence dans la vraie vie. Néanmoins, ce qui pose problème, c'est la complaisance malsaine que peut éprouver le public à regarder des émissions dans lesquelles des couples se font déchirer et des candidats se font harceler et humilier. Ou encore, dans le pire des cas, des gens qui mettent en danger leur santé physique. La télé-réalité est un jeu, mais ce n'est pas un jeu si innocent que ça. Elle donne un sentiment de toute puissance illusoire au spectateur, qui réclame agressivement sa part de jeu et d'abusement pour oublier la réalité. Autrefois, les bouffons divertissaient les rois et faisaient rire tout en révélant des vérités profondes sur la nature humaine. Le vrai rôle d'un bouc émissaire est d'opérer une catharsis dans la communauté, mais pas d'être un défouloir, comme c'est le cas dans la télé-réalité. Donc non, Nabila n'est pas un vrai bouffon. En vérité, je crois que ce type de programme encourage les gens à devenir aigris et sadiques et à se laver de leurs propres péchés sur les autres. Tout d'abord, la télé-réalité exerce une réelle influence sur les jeunes. La preuve en est que beaucoup d'anciens candidats de télé-réalité sont ensuite devenus influenceurs sur les réseaux sociaux. Cela n'est pas sans répercussion sur l'estime en soi des jeunes, car ces influenceurs deviennent des modèles que les jeunes cherchent à imiter. On remarque notamment un boom de la chirurgie esthétique chez les 18-35 ans. Une étude sur 4500 adultes âgés de 18 à 24 ans
a montré que 24% des jeunes déclarent avoir des complexes physiques liés à la télé-réalité, et que 23% auraient eu des pensées suicidaires. Par ailleurs, on a reproché à la télé-réalité de faire le culte de l'idolâtrie. Il y a cette idée que la télévision pourrait transformer n'importe quel individu lambda en star. D'autant plus que la plupart de ces émissions se déroulent dans un cadre de vie utopique, une sorte de jardin d'Éden complètement coupé des réalités. Le grand danger est de produire une confusion entre la réalité et la fiction chez certains spectateurs naïfs. Beaucoup de jeunes pourraient croire qu'il est possible de réussir, de devenir riche et célèbre, sans avoir la moindre éducation, sans travailler et sans développer le moindre talent. La télé-réalité semble être une voie en apparence facile. Mais comme le disait une ancienne candidate de télé-réalité, tu vends un peu de ton âme au diable en participant à une émission de télé-réalité. Tu vois un peu les trucs où on te dit certaines stars elles vendent leurs âmes au diable, etc. Okay. Je pense qu'il y a une partie de ton âme quand tu rentres dans le milieu de la télé et ce genre de trucs qui part. Et qui est un peu parce que c'est en fait c'est pas direct, c'est pas genre il y a le diable facile un contrat, etc. C'est un peu genre une production qui te prend comme un jouet, qui te demande de faire des choses pour détruire une société, détruire la conscience d'une société, et c'est quelque chose de ultra indirect. Et en fait ils prennent justement des gens sensibles et des gens qui sont pas conscients et qui sont pas assez éveillés là-dessus, pour manipuler justement la population. On veut rendre les gens idiots, on veut montrer que en étant en bikini, avoir un gros cul, avoir des gros lèvres, etc. c'est ça la vie et c'est comme ça que vous allez vous sentir mieux, etc. On essaye de contrôler mentalement les gens à ne plus savoir ce qu'est la vraie vie. La télé-réalité représente un rêve pour beaucoup de gens démunis dans la société. C'est devenu le nouvel opium du peuple. Elle peut procurer ce sentiment que vous n'êtes rien si vous ne passez pas à la télé. Certaines études auraient révélé que ce sont les gens les plus isolés socialement qui sont accros à ce type de programme. Si tel est vraiment le cas, une scène du film Vidéodrome de David Cronenberg s'avère tout à fait prophétique. Celle où le personnage principal rentre dans la mission du tube cathodique, un organisme censé aider les chômeurs, mais où on les voit contemplant avec dévotion des écrans de télévision. Enfin, on recense pas moins de 18 anciens candidats de télé-réalité qui se sont suicidés entre 1997 et 2012. Ce qui montre bien que ce son aspect théâtral et divertissant, la télé-réalité dissimule des êtres perdus, pas toujours bien dans leur peau, qui craignent peut-être de montrer un visage tragique et ainsi de perdre leur pouvoir d'enchantement. Un peu à la manière d'un clown qui redoute de trahir ses émotions. L'hystérie démonstrative, on la voit tous les jours à la télévision. Les gens qui ont le plus, qui vous paraissent le plus hystériques et les plus drôles et les plus pleins d'assurance sont parfois les gens les plus chiants, les plus torturés dans la vie et rongés de démons qui vont les amener parfois dans des zones où on se dit mais quoi, lui, mais c'est pas possible, pourquoi il était si drôle. J'aime bien ce truc là, c'est vrai que le problème c'est ça, le problème c'est le format télé. C'est qu'il y a une urgence d'exister dans un format qui n'a pas le temps de vous laisser exister et qui vous demande des choses. Et ces choses-là, malheureusement, on ne peut pas les inventer à l'appel. Et quand on essaie de le faire, on se répète et on se détruit. Mais c'est tellement agréable parce que c'est tellement bien éclairé qu'on ne voit pas ce gouffre venir. La télé-réalité a été critiquée pour sa recherche du profit maximum et le fait de considérer l'humain comme une marchandise. C'est un univers fait de trahison, de rivalité et de médisance, dans lequel les candidats passent pour des arrivistes sans scrupules, s'associant à d'autres afin de pouvoir gagner. Les candidats se manipulent entre eux pour parvenir à leurs fins et n'hésitent pas à tirer profit des faiblesses de leurs semblables. La télé-réalité nous montre exactement ce qui peut se passer dans le domaine de l'entreprise, où il s'agirait d'éliminer les maillons faibles et où tout serait affaire d'opportunisme. En comparaison avec The Truman Show, qui reste une petite fable bien gentille, mais tout à fait inoffensive sur le dérive de la télé-réalité, le film On achète bien les chevaux
et d'une lucidité redoutable. Évidemment, je te recommande d'aller voir ces deux films cultes. Le film de Sidney Pollack est une métaphore cruelle sur la télé-réalité et le système capitaliste, dans lequel l'argent compte plus que la dignité humaine. C'est un vaste marathon dense qui rassemble des chômeurs, motivés par la promesse d'une prime importante s'ils gagnent la course, mais malheureusement qui vire au tragique. Le show de télé-réalité est comparé à un cirque infernal dans lequel le présentateur télé joue le rôle de commentateur sportif et les dortoirs ressemblent à des camps de concentration nazis. Sans vouloir trop spoiler le film, les candidats sont privés de sommeil, il y en a qui s'écroulent par terre à cause de l'épuisement, il y en a une qui deviendra tellement cinglée qu'un psychiatre devra lui faire un bain d'eau glacée, et l'une d'entre eux finira même par mourir. C'est un film qui peut paraître burlesque comme ça, et pourtant, ces marathons de danse ont bel et bien existé pendant la Grande Dépression des années 30 aux États-Unis. C'est un fait, le public du cinéma a vieilli. Dans les années 90-2000, le cinéma faisait rêver les jeunes. À notre époque, c'est plutôt la télé-réalité. Les stars de télé-réalité et les influenceurs ont désormais remplacé les stars de cinéma. Ce sont eux les nouvelles idoles des jeunes. La différence entre la télé-réalité et le cinéma est que le cinéma instaure une distance entre le spectateur et l'acteur, tandis que la télé-réalité autorise un sentiment d'intimité avec les sujets filmés que le cinéma ne parvient pas à procurer. Le public a commencé par se lasser du cinéma parce qu'il voulait enfin avoir des émotions authentiques et non plus des acteurs imitant des émotions factices. On pourrait même dire que la télé-réalité est une pornographie du sentiment. C'est de l'émotion à l'état brut. Notre relation aux stars a également changé. Désormais, une star, ce n'est plus une divinité intouchable, c'est une personne ordinaire. Comment en est-on donc arrivé là? Je ne prétends pas avoir la réponse, mais je crois qu'à cause de la crise économique et du manque de moyens, la télé-réalité est considérée comme plus facile à produire et plus rentable que le cinéma. Contrairement à un film de fiction de 2 heures, qui demande des mois voire des années de tournage, seulement une journée de tournage en caméra cachée est nécessaire afin de produire une émission de télé-réalité de 2 heures. D'où cette profusion d'émissions de télé-réalité au détriment du cinéma qui a été quelque peu délaissé. Je suis désolée, j'ai beau chercher des bonnes raisons pour légitimer l'existence de la télé-réalité, mais malheureusement, je n'en ai pas trouvé. Je crois qu'il faut garder une distance critique vis-à-vis de ce que la télévision nous montre, et ne pas se fier aux apparences. Disons que la télé-réalité aurait pu être intéressante si seulement elle n'était pas gouvernée par un impératif de rentabilité, et si ce genre n'était pas aussi formaté. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses de tout ça. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je t'invite à mettre un pouce bleu afin de soutenir ma chaîne, et à t'abonner afin de ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je te dis à bientôt.